Il fut un temps où je passais inaperçu. Non pas que cela me pesait, au contraire. Il y avait une paix dans cette invisibilité, une immunité discrète. On me croisait sans me voir, on m'entendait sans m'écouter. C'était un anonymat doux, presque confortable, comme une ombre qui choisit sa place dans le monde. Jusqu'au jour où ils ont décidé que je pouvais être leur contenu. Ils étaient de cette nouvelle race, ces parasites numériques qui se nourrissent de l'attention. Deux garçons, jeunes, arrogants, armés d'un téléphone et d'un flot incessant de paroles vides, lancés pour captiver ceux qui consomment la vie des autres comme on avale une série sans fin. Je ne les avais pas remarqués. J'écoutais un podcast, comme toujours, marchant lentement sous un ciel gris d'automne, ma casquette vissée sur la tête, celle que mon frère m'avait offerte 2 ans avant que le cancer ne l'emporte. Une casquette de baseball usée, brodée de l'écusson de notre équipe préférée. Elle ne valait rien aux yeux du monde, mais pour moi, elle portait son rire, nos nuits à parler, nos silences partagés. Un geste vif, un ricanement, un « c'est pour rire », jeté comme une insulte. Il a couru autour de moi, brandissant la casquette comme un trophée pendant que l'autre filmait. 2 téléphones, 2 angles, 2 humiliations capturées en direct. J'ai tendu la main, bégayé un « rendez-la moi », mais mes mots se sont perdus dans leur rire. Leurs spectateurs riaient aussi. Des cœurs, des émojis, des MDR la tête qu'il fait, des PTDR continués. La vidéo a été coupée, remixée, accélérée. Ce soir-là, je suis devenu un mème. Le type à la casquette, l'idiot qui tend la main, qui balbutie, qui devient une blague de 20 secondes. Mon visage, ma douleur, mon frère, tout réduit à un clip partagé, reposté, moqué. Dans la rue, on me reconnaissait, des regards amusés, des téléphones levés, des murmures. Certains imitaient ma voix, ma posture. Je ne sortais plus. Je me suis enfermé chez moi, rideau tiré, écran allumé. La vidéo me traquait. Elle surgissait dans les recommandations, dans les commentaires, dans mes rêves. Chaque vue était un coup, chaque rire, une blessure. J'ai cessé d'être un homme, j'étais un extrait, une caricature. Mon frère aurait su quoi faire. Il m'avait appris à rester digne, à ne pas répondre au mal par le mal. Mais son absence était un vide plus lourd que la casquette perdue. Cette casquette, sa dernière trace, m'avait été arrachée. Et avec elle, quelque chose en moi s'était brisé, irrémédiablement. C'est alors que j'ai commencé à planifier. Au début, je voulais juste leur parler, leur montrer ce qu'ils avaient fait, leur faire comprendre le poids de cette casquette, de ce moment volé. Mais plus les jours passaient, plus la colère s'enracinait, comme un poison qui coulait dans mes veines. J'ai observé leur routine, leurs lives sur Twitch, leurs trajets posés sur Instagram, leurs horaires prévisibles. Je me suis perdu dans leurs vidéos, notant chaque détail, chaque habitude. J'ai loué un atelier désaffecté à la périphérie, un vieil entrepôt oublié où la rouille rongeait les murs et où le silence était si épais qu'il semblait vivant. Sans fenêtre, l'odeur de béton humide et d'huile rance saturait l'air. J'ai divisé l'espace avec des cloisons bricolées, des panneaux de contreplaqué, des bâches épaisses, pour créer des pièces isolées, chacune avec son propre vide. J'ai acheté des caméras bon marché, des chaises en métal, des écrans d'occasion. J'ai appris à mélanger des produits chimiques simples, trouvés sur des forums obscurs, pour fabriquer un sédatif artisanal. Ce n'était pas un plan parfait. J'ai douté, hésité, pleuré. Mais chaque fois que je voyais cette vidéo, chaque fois que je touchais mon front nu sans la casquette, je continuais. Un mardi matin, le premier est sorti. Écouteurs dans les oreilles, bouteille d'eau à la main. Il suivait son trajet habituel, le même carrefour, le même passage souterrain. J'avais repéré l'endroit des semaines avant. Un angle mort, loin des caméras de surveillance. Je portais une veste à capuche enfoncée, un foulard gris enroulé autour du visage, ne laissant voir que mes yeux. Je n'ai pas été brutal, juste précis. Un chiffon imbibé, pressé sur son visage. Un instant de panique dans ses yeux, puis le silence. Je l'ai conduit à l'atelier. La première pièce était prête, mur nu, derrière une bâche poussiéreuse, lumière blanche aveuglante, un murmure constant de fréquences brouillées, mêlé à des fragments de ses propres streams, sa voix déformée, répétée, vide de sens. Je ne l'ai pas attaché, je ne l'ai pas frappé, je l'ai laissé là, vêtu d'un jogging trop grand, sans miroir, sans repère. Une caméra fixée au mur, son voyant rouge clignotait lentement.
Il ne savait pas si je diffusais. C'était là, le premier coup. Pendant 3 jours, il est resté seul. Il dormait par bribes, mangeait ce que je laissais, parlait à la caméra comme à un confesseur. Parfois, je projetais ses vidéos sur les murs, sans son, déformées par des zooms absurdes, des ralentis sur son rire figé. Ses yeux s'agrandissaient, sa voix tremblait. Il cherchait à comprendre, à se souvenir. Mais il ne prononça jamais mon nom. Le vendredi soir, j'ai capturé le deuxième. J'étais moins patient, moins prudent. Quelque chose en moi s'était mis en mouvement, une machine que je ne contrôlais plus. Je l'ai intercepté près de chez lui, tard le soir, alors qu'il jetait ses poubelles. Un coup de taser acheté en ligne a suffi. Sa pièce, séparée par un panneau de bois craquelé, était plus étroite, plus sombre, saturée d'un écho de leurs moqueries. Il est resté là un jour entier, seul, tandis que le premier continuait de s'effriter dans l'autre pièce. Les bâches laissaient filtrer des sons, murmures, froissements, échos déformés, rendant leur isolement encore plus insupportable. Je les observais parfois, à travers les caméras. Le premier parlait seul, le deuxième frappait les murs, puis s'arrêtait, épuisé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient si proches. Le 5e jour, je les ai réunis. J'avais retiré les cloisons, ouvert l'espace principal de l'atelier pour qu'il devienne une arène froide, baignée de lumière crue. L'odeur de rouille et de sueur emplissait l'air, et le sol en béton semblait absorber chaque son. Je les ai assis dos à dos, sur des chaises en métal, leurs mains libres, mais tremblantes. Des écrans face à eux montraient leurs visages, filmés en temps réel, mais déformés, méconnaissables. Je me suis assis en face, le visage dissimulé sous ma capuche et mon foulard gris, ne laissant voir que mes yeux. Je ne voulais pas qu'ils me reconnaissent trop tôt. Je leur ai parlé calmement, sans hausser la voix. Je leur ai raconté la casquette, mon frère, la vidéo, ce qu'ils m'avaient pris, ce que j'étais devenu. Puis, lentement, j'ai dénoué le foulard. Il est tombé sur mes épaules, révélant mon menton, ma bouche, les lignes fatiguées de mon visage. J'ai repoussé la capuche en arrière. Ils m'ont regardé, longuement. Leurs yeux étaient vides, non pas de peur, mais d'indifférence. Ils ne me reconnaissaient pas. Après tout ce qu'ils m'avaient fait, après ces jours à les briser, ils ne voyaient en moi qu'un étranger, un figurant, une ombre sans nom. C'est là que tout a basculé. Je ne me souviens pas d'avoir crié, je ne me souviens pas d'avoir voulu ce qui a suivi. Mes mains ont agi seules, serrant, pressant, jusqu'à ce que leur corps s'immobilise. Il n'y avait pas de lutte, pas de bruit, juste le silence, lourd, définitif. Quand ce fut fini, j'ai rallumé les caméras. Pas pour le monde, pas pour les spectateurs, pour moi, pour témoigner de ce que j'avais fait, de ce qu'il m'avait poussé à devenir. J'ai regardé l'objectif, j'ai raconté, lentement, ce que c'est que d'être humilié, d'être invisible, de n'exister que comme une blague. Puis j'ai éteint la lumière et je suis parti. Je ne sais pas ce que je suis devenu, un fantôme peut-être, ou quelque chose de pire, mais je sais une chose, ils ne riront plus de moi. Les nuits s'étirent comme des ombres sans fin. Dans mon appartement, un sanctuaire de solitude, je vis au rythme des écrans qui clignotent et des lignes de code qui dansent sous mes doigts. Programmeur, je suis un artisan du néant numérique, sculptant des algorithmes jusqu'à ce que l'aube efface les étoiles. Mon refuge est un chaos organisé, câbles emmêlés, tasses de café oubliées et une lueur bleue, froide comme un glacier, qui émane de mon moniteur. Les murs tapissés de silence absorbent mes pensées. Il y a 2 semaines, ce silence s'est fissuré et quelque chose d'invisible s'est glissé dans ma vie. C'était une nuit banale vers minuit. Le ventilateur de l'ordinateur ronronnait doucement, un murmure mécanique dans l'obscurité. Je corrigeais un script, les yeux lourds, quand un message s'est affiché, non pas dans une fenêtre d'erreur, mais au cœur de mon éditeur de code, comme une blessure dans le texte. Minuit 47, tu renverseras ton café. Les mots, simples, brutaux, étaient signés de mon pseudo. J'ai froncé les sourcils, un sourire nerveux aux lèvres. Mon mug, fidèle compagnon de mes veilles, trônait à côté, intact. J'ai fermé l'éditeur, redémarré l'ordinateur, chassant l'intrus comme un mauvais rêve. Rien. L'écran était vierge, innocent. Mais 10 minutes plus tard, en me penchant pour saisir un carnet,
Ma main a heurté le mug. Le café s'est répandu, brûlant ma peau, souillant mes notes. Une coïncidence, ai-je pensé, le cœur battant un peu trop fort. La nuit suivante, l'écran m'a de nouveau parlé. 1h22. Tu trébucheras dans l'escalier. Les lettres, blanches sur fond noir, semblaient pulser comme si elles respiraient. J'ai scanné mon système, traqué des malwares, interrogé chaque recoin de ma machine. Rien d'anormal. Mais ce soir-là, en descendant chercher un colis dans le hall, mon pied a glissé sur une marche usée. Je me suis rattrapé à la rampe, le souffle court, une sueur froide glissant le long de ma nuque. De retour, un autre message m'attendait. 2h15. Tu laisseras la porte ouverte. Je me suis précipité vers l'entrée. La porte que j'avais verrouillée bâillait légèrement, laissant entrer un filet d'air glacial. Le sommeil m'a abandonné. Chaque nuit, les messages revenaient. Des oracles numériques gravés dans le code. Ils portaient mon nom, mes initiales, ma signature digitale comme si j'écrivais mon propre destin. 3h33, tu perdras ton projet. Le lendemain, mon disque dur s'est effondré, emportant des semaines de travail dans un gouffre de données perdues. 4h12, tu entendras un bruit dans la cuisine. Une casserole est tombée, seule, dans l'obscurité, son écho résonnant comme un rire moqueur. J'ai débranché l'ordinateur, coupé le wifi, arraché les câbles comme on arrache des chaînes, mais l'écran s'allumait toujours, le curseur clignotant comme une horloge silencieuse, comptant les secondes de mon effroi. Hier, les messages ont pris un ton plus sombre, comme un ciel d'orage prêt à éclater. Minuit 07, tu mourras demain. Les mots m'ont figé, un froid abyssal envahissant mes os. Pas de détails, pas d'explications, juste une promesse nue, implacable. J'ai éteint l'ordinateur, brisé la prise dans un accès de panique, mais l'écran s'est rallumé seul, son éclat bleu taillant l'obscurité comme une lame. Un nouveau message s'écrivait, lettre par lettre comme une sentence. 1h45, tu essaieras de t'avertir. Une vérité m'a frappé aussi brutale qu'un éclair. Ces messages n'étaient pas l'œuvre d'un pirate, d'une IA ou d'un dieu moqueur. C'était moi. Moi dans un futur que je ne pouvais atteindre, écrivant pour sauver l'homme que j'étais. Mes doigts ont dansé sur le clavier, frénétique, désespéré. J'ai tapé un message à mon moi d'il y a une semaine. Arrête de coder ce soir, fuis. J'ai appuyé sur entrée, le cœur suspendu. L'écran a clignoté un instant d'espoir, puis le néant. Je savais au fond de moi que ce message n'était jamais arrivé. Je n'avais rien reçu, rien vu, rien changé. Je suis prisonnier d'un cercle, un ouroboros numérique où chaque avertissement que j'écris est ignoré par l'homme que j'étais, que je suis, que je serai. Un dernier message s'affiche maintenant. Maintenant tu recommenceras. Derrière moi un bruit, un pas feutré ou peut-être l'écho de mon propre souffle. L'écran clignote, prêt à réécrire ma chute, encore et encore. Les murs se resserrent, l'air s'alourdit, et je tape, incapable de m'arrêter. Mes mots s'envolent dans le vide, des cris dans un abîme sans écho. Je vis seul dans un petit appartement en ville, retraité depuis quelques années. Mes journées se ressemblent toutes. Je vais à l'épicerie acheter du pain ou du café, je passe des heures devant la télévision à regarder des jeux télévisés, et parfois je marche jusqu'au parc pour m'asseoir sur un banc. Les voisins me croisent sans s'arrêter, leur visage à peine familier. Je ne cherche pas à parler, je suis bien comme ça. Pour me déplacer, j'utilise Viatis, une application qui trouve des chauffeurs pour des trajets rapides. C'est simple, moins cher que le taxi, et je n'aime pas marcher sous la pluie. Ces trajets étaient toujours ordinaires, jusqu'à un soir, il y a un mois. Il pleuvait à verse, et j'avais réservé un trajet pour entrer dans l'épicerie. Viatis indiquait un conducteur nommé Paul, avec 4,9 étoiles. Une berline grise s'est arrêtée devant moi, propre comme si elle venait d'être lavée. L'intérieur sentait le désinfectant, une odeur qui piquait un peu le nez. Paul, un homme d'une quarantaine d'années, m'a accueilli avec un sourire calme. Il a prononcé mon prénom, Marc, d'une voix douce, avant même que je m'installe. Ça m'a troublé. Je n'avais jamais mis mon prénom dans l'application. Je me suis demandé comment il le connaissait, mais je n'ai rien dit et me suis assis, mon sac de course sur les genoux. La pluie frappait les vitres tandis qu'on roulait. Paul parlait, sa voix basse, presque trop douce. Il m'a dit que j'aimais le café en grains de l'épicerie,
J'ai senti mon estomac se serrer. C'était vrai, mais je n'en avais jamais parlé à quiconque. Il a ajouté que je passais souvent par le parc en fin d'après-midi, toujours seul. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Comment pouvait-il savoir cela? Je n'ai rien répondu, fixant les gouttes qui glissaient sur la fenêtre, me demandant si j'avais déjà croisé cet homme, sans m'en souvenir. À un feu rouge, il s'est tourné vers moi. Il m'a demandé si j'allais bien, disant que j'avais l'air perdu. Son sourire était bizarre, trop figé, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Il a dit qu'on s'était déjà vu, plusieurs fois même. Je fouillais ma mémoire, mais son visage ne me disait rien. J'ai marmonné que non, que je ne le connaissais pas, mais ma voix tremblait. Il n'a pas insisté, se contentant de hocher la tête, comme si ma réponse ne le surprenait pas. J'ai vérifié Viatis sur mon téléphone, cherchant une explication. L'écran affichait l'itinéraire, avec mon immeuble comme destination. C'était impossible. Je n'avais pas entré cette adresse. Paul a continué, disant que je rentrais toujours seul le soir, par la petite rue près de l'épicerie. Mes mains étaient moites, glissant sur le téléphone. Je me sentais coincé. La voiture trop petite, l'air trop lourd. J'ai voulu lui demander ce qu'il cherchait, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. J'ai sauté dehors, la pluie trempant ma veste. Quand je me suis retourné, la berline avait disparu dans la nuit. Depuis, Viatis m'envoie des notifications chaque soir. Trajet prévu avec Paul, 4,9 étoiles. Je ne les ouvre pas, mais elles s'accumulent. J'ai commencé à remarquer des choses étranges chez moi. Une tasse inconnue sur l'évier, des clés posées à un endroit où je ne l'aimais jamais. Hier, un post-it était collé sur mon frigo. Rendez-vous demain, 10h, Paul. Ce matin, j'ai trouvé un carnet sur ma table de cuisine. Je ne me souvenais pas de l'avoir acheté. À l'intérieur, mon écriture, maladroite, disait « Paul, rendez-vous médicaux, Alzheimer ». Tout s'est écroulé. Des images floues me traversent l'esprit comme un puzzle incomplet. Paul me conduisant à un centre médical, sa voix patiente, moi, oubliant son nom, oubliant pourquoi il est là. J'ai trouvé d'autres notes dans l'appartement. Des bouts de papier avec des dates, des heures, des noms de médecins, une ordonnance dans un tiroir à mon nom, pour une maladie que je ne reconnais pas. Je pensais être seul parce que je le voulais, mais je disparais, jour après jour. Et Paul est là pour ramasser ce qui reste de moi. Ce soir, une voiture s'arrête devant chez moi. La pluie tombe et je sais que c'est lui. Il attend comme toujours. Je ne sais pas si je vais ouvrir la porte.